Première question, rentrer aux modalités de production de l'hydrogène. Notre pays entend industrialiser la production d'hydrogène bas carbone par électrolyse de l'eau. Vous l'avez évoqué, ce choix implique une alimentation des électrolyseurs par de l'électricité renouvelable ou l'électricité d'origine nucléaire qui est grandement décarbonée, vous l'avez évoqué également. Alors l'Union européenne semble privilégier à ce stade un hydrogène vert, excluant de sa réflexion le recours au nucléaire. Est-ce un motif d'inquiétude pour la France ? Dans quelle mesure la stratégie européenne aura-t-elle une influence sur la stratégie française, même si on a en filigrane la question de l'abandon du nucléaire en France ? Le plan présenté par le gouvernement ne mentionne pas, en revanche, la piste d'un hydrogène bleu, produit à base d'énergie fossile, notamment de méthane, associé à une méthode de capture et de séquestration du CO2. Pourquoi ce choix ? Les méthodes de capture et de séquestration du CO2 ne sont-elles pas suffisamment sûres ou matures ? J'aimerais également vous interroger sur les modes d'approvisionnement des électrolyseurs en électricité. RTE, dans un récent rapport que vous avez évoqué également, identifie 3 modes d'alimentation. Un approvisionnement des électrolyseurs sur le marché sur les périodes de surplus de production d'électricité renouvelable ou nucléaire. Un approvisionnement des électrolyseurs sur le marché de l'électricité en base, hors situation de tension. Et enfin, un approvisionnement des électrolyseurs avec de la production renouvelable dans le cadre de modèles locaux. Ces modèles conduisent à des enjeux techniques et économiques très différents. Quel pourrait être le modèle privilégié par la stratégie française et pour quelles raisons ? Enfin, j'aurais quelques questions sur la compétitivité de l'hydrogène décarboné. RTE estimait que, quel que soit le mode retenu, le prix de l'hydrogène décarboné demeurait structurellement supérieur à celui de l'hydrogène gris. C'est d'ailleurs une réponse que nous a fait le secrétaire d'État ici sur une question que nous avions pu poser sur des projets locaux, même en tenant compte de baisses de coûts importantes des électrolyseurs. C'est pourquoi le gouvernement a prévu la mise en place d'un mécanisme de soutien public sur un modèle proche de ce qui existe aujourd'hui pour les énergies renouvelables. Ne faudra-t-il pas compléter à terme ce mécanisme de soutien par une taxation importante du CO2 ? Cette contrainte est-elle d'ores et déjà intégrée par la stratégie gouvernementale ? Voilà, un ensemble de questions pour chacun des intervenants. Je pense que chacun aura compris sur quelles questions il devra se positionner. Merci, M. Mandelli. La parole à M. Houllegatte. Merci Président, merci donc aux intervenants pour cette table ronde. Monsieur Laurent Michel, vous avez dit qu'à l'heure actuelle, donc, la France consomme à peu près 1 million de tonnes d'hydrogène, en grande partie bien évidemment de l'hydrogène carboné, ce qui engendre 9 millions de tonnes de CO2 par an. Il faut savoir d'ailleurs que ce gaz est exclusivement utilisé pour le raffinage des produits pétroliers, la production d'ammoniac pour les engrais azotés ou encore celle du méthanol qui est destinée aussi à la production de plastique. Alors vous allez peut-être me confirmer ou pas. Néanmoins, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que dans l'hypothèse, et c'est un des grands objectifs, de la décarbonisation de cet hydrogène pour avoir de l'hydrogène vert, quelle serait la quantité d'énergie nécessaire ? Moi je n'étais resté à 55 kW d'énergie électrique par kilo d'hydrogène produit. Donc est-ce que vous allez pouvoir nous donner un peu des ordres de grandeur, parce que je n'ai pas tout à fait compris tout à l'heure l'estimation que vous avez faite. Et toujours sur ce même thème, on sait très bien, et une note de l'ADEME qui date d'1 an dit que malheureusement la technique de l'électrolyse fait que les rendements à l'heure actuelle sont très faibles dans le power to power, à savoir des rendements qui sont, selon la note de l'ADEME, de 23%. Donc est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour augmenter ces rendements et à ce titre, donc en quoi le plan de relance pourrait d'une certaine façon être orienté vers la recherche pour augmenter la performance de ces électrolyseurs et puis aussi peut-être aussi la réduction de l'impact environnemental de ces électrolyseurs qui en ont un au niveau de leur construction. Et puis enfin, dernière question, l'Europe a une ambition, c'est de faire rouler, je crois, ces 100 000 camions à l'hydrogène. Est-ce qu'on a, une idée de la consommation énergétique qui serait nécessaire pour produire justement cet hydrogène qui servirait donc de carburant pour ces camions ? Merci. Merci. Je vous propose de répondre à ces deux interrogations de la part de mes collègues. Merci. Qui répond en premier ? Monsieur Bouclé. C'est des questions importantes et qui sont effectivement au cœur de nos réflexions. Concernant l'électricité nucléaire, donc je l'ai dit dans mon propos introductif, on dispose en France d'un atout majeur qui est de l'électricité décarbonée
Et donc, il importe que dans les approches et dans les textes qui sont adoptés, que ce soit en France, mais surtout au niveau européen, l'électricité décarbonée d'origine nucléaire soit prise en compte. Alors, il y a effectivement, on voit à Bruxelles s'opposer, je dirais, deux clans. D'une part, un certain nombre de pays tels que le Portugal, l'Espagne, le Danemark, l'Autriche, il y en a, et le Luxembourg, voilà, qui sont plus ou moins richement dotés en énergie renouvelable et qui prônent l'utilisation de l'électricité renouvelable seule. Et puis d'autres pays, dont la France, mais également les Pays-Bas, mais également les pays de l'Est de l'Europe, la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, qui sont en faveur donc d'un mix plus varié, et notamment l'adoption de... ne pas exclure l'électricité nucléaire. Donc des points ont été marqués récemment et alors que les textes il y a quelques mois étaient encore très pro-renouvelables seuls, il y a maintenant une plus grande diversité. La question sur le... Je l'évoque également sous la rubrique, je dirais, neutralité technologique. L'utilisation de l'hydrogène qu'on appelle bleu, c'est-à-dire le couplage du captage et la séquestration du carbone, ou le captage et l'utilisation du carbone, parce qu'on a besoin de carbone pour l'économie, est également une forme qu'il ne faut pas écarter et qui peut, au moins dans une phase transitoire, être utile pour mettre en place ces technologies de l'hydrogène. Alors, je vais donner aussi quelques ordres de grandeur sur les énergies possibles, enfin les ordres de grandeur d'énergie nécessaires. En fait, ça dépend du taux de... Comment dire ? Un mégawatt d'électrolyse permet de faire à peu près 20 kg par heure. 20 kg par heure. Alors ensuite, combien de temps vous pouvez utiliser votre électrolyseur? Si vous l'utilisez uniquement avec de l'énergie éolienne, M. Trainer a dit tout à l'heure, 2000 heures par an, 23%, 2000 heures par an, ça vous fait 40 tonnes par an. Donc si vous voulez faire 40 000 tonnes, c'est 1 gigawatt, donc un réacteur nucléaire pour 40 000 tonnes. Si au lieu d'alimenter avec de l'électricité renouvelable onshore, éolienne onshore, vous l'utilisez avec de l'offshore, l'éolien offshore, là c'est pas 2000 mais c'est plutôt 4000 heures, et donc évidemment c'est 80 tonnes par mégawatt. Si c'est le mix électrique français, notamment vous pouvez utiliser 7500 heures, ben là c'est 150 tonnes par an. Donc en fait tout dépend du taux d'utilisation de vos électrolyseurs. Sur l'augmentation des rendements, il y a effectivement, et Laurent Michel l'a dit, il y a encore un effort de recherche à mener de façon à maintenir la France à un haut niveau d'excellence en matière de recherche. On est parmi les premiers pays du monde dans cette recherche, mais nos concurrents ne restent pas immobiles. Et donc, il faut maintenir ce haut niveau. Et le programme prioritaire de recherche, enfin, c'est plus tout à fait comme ça qu'il s'appelle, mais donc il va être piloté par l'ANR, va viser à augmenter l'efficacité des technologies et par conséquent à augmenter les rendements. Mais ce que nous pensons fondamentalement, c'est par le changement d'échelle, c'est par la création de gigafactories, c'est par le développement massif qu'on pourra baisser les coûts et par conséquent réduire les aides publiques qui à terme doivent devenir nulles. On n'est pas en train de se lancer dans une technologie et dans dans un développement qui va nécessiter des soutiens publics ad vitam aeternam. Alors pour les 100 000 camions là, dont on parlait, qui est l'objectif de l'Europe à l'horizon 2030, si on compte 160 000 km par an, 11 kg d'hydrogène pour 100 km, et ça fait à peu près 97 TWh. Si vous comptez qu'un réacteur nucléaire fait un 900 MW fait 6,5 TWh par an, il vous faut 15 réacteurs nucléaires.
Alors, ce que je voudrais dire aussi sur ce point, parce que c'est un point qui est souvent évoqué, c'est, en gros, l'hydrogène ne fera pas tout. La plupart des modèles au niveau mondial considèrent qu'on va vers plus d'électrification. Dans des modèles tels que M. Trainer le rappelait, enfin évoqués par M. Rifkin, c'est-à-dire plus décentralisé, plus digitalisé, et évidemment décarboné. Et on va vers plus d'électrification, et la plupart des modèles, quels que soient les instituts, on va vers une part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie de l'ordre de 50 à 60%. Mais il faut couvrir le reste, il faut couvrir les 40 à 50% qui restent. Ce sera fait avec d'autres énergies renouvelables, notamment la biomasse et notamment l'hydrogène. Dans la plupart des modèles qui sont évoqués, l'hydrogène ne fait pas 100%, il fait entre 10 et 20%. L'Union européenne, à l'horizon 2050, vise 14%, 13 à 14%. Donc ça remet les choses en place. Il ne s'agit pas d'avoir une vision, je dirais, impérialiste de l'hydrogène. L'hydrogène doit être utilisé à bon escient dans tout ce qui est décarbonation de l'industrie. Je ne sais pas comment vous proposez de plus utiliser de fer, mais comment on fait de l'acier en se passant du carbone. Il faut un autre réducteur. L'autre réducteur candidat, c'est l'hydrogène. En France, pour donner un ordre de grandeur, il y a encore une production de 11 millions de tonnes d'acier en France. Ça nécessiterait, si on se passe du carbone, du coke, ça nécessite 700 000 tonnes d'hydrogène par an, c'est-à-dire à peu près la consommation actuelle. La consommation actuelle d'hydrogène, c'est 880 000 tonnes, dont la moitié seulement est produite. L'autre est produite dans les processus eux-mêmes, dans raffinerie et dans la sidérurgie, et consommée sur place. Donc ça vous donne les ordres de grandeur, donc c'est massif, mais dans des solutions, pour la production d'engrais, pour la production d'acier, pour la cimenterie, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, je dirais même qu'il n'y en a pas d'autres que le recours à l'hydrogène. Donc ce que nous préconisons, c'est l'utilisation de l'hydrogène à bon escient dans la décarbonation de l'industrie lourde et également dans les transports lourds, que ce soit les camions, les trains, les bateaux et peut-être à terme les avions. Merci, on va reprendre une série de questions. Je vais donner la parole à notre collègue M. Marchand, qui est en visio, je crois. Frédéric. Oui, Monsieur le Président, je suis en visio, effectivement. Voilà. Merci pour ce débat. On parle beaucoup de l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie, dans les transports, mais il y a aussi une utilisation de l'hydrogène qui semble tout à fait pertinente aujourd'hui dans le cadre de la décarbonation des réseaux énergétiques. Et je voudrais m'appuyer en cela sur l'expérience qui a été menée, non pas dans une vallée de l'hydrogène, mais dans un littoral de l'hydrogène, qui est aujourd'hui le territoire de Dunkerque, avec le fameux retour d'expérience sur le grid, la gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies, qui a permis à 100 logements et un centre de soins d'être alimentés par un nouveau gaz composé d'une part variable d'hydrogène et de gaz naturel. C'est un projet qui visiblement est un succès, mais bien évidemment quelques champs encore à investiguer avant de pouvoir généraliser l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Et ça pose une question qui n'a pas été forcément soulevée, mais qui à mon sens est aussi essentielle, c'est la question de l'acceptabilité sociale de l'hydrogène, qui est sans doute une des clés aussi de la réussite du déploiement. Et ma question s'adressera plus particulièrement à M. Michel pour savoir quels sont les outils de participation citoyenne, puisque sur le territoire de Dunkerque, il y a eu des allers-retours permanents avec la population, les outils de participation citoyenne qui sont envisagés dans le plan de relance pour faire en sorte que cette question d'hydrogène infuse tous les esprits. Merci. Merci. On va regrouper les questions. Monsieur Demilly. Remercier les intervenants pour leurs propos et adresser un clin d'œil à M. Trainer d'avoir cité un ancien conseiller municipal d'Amiens, Jules Verne. Je vais m'empresser de relire L'île mystérieuse et notamment le chapitre auquel vous faisiez allusion. J'ai deux questions à vous poser. Une première question d'ordre pédagogique et de compréhension, probablement pour M. Michel. Dans le plan de relance des 100 milliards que le gouvernement a présenté en septembre dernier, il y a 2 milliards qui sont dédiés à l'hydrogène pour la période 2020-2022.
Et le gouvernement a par ailleurs annoncé le développement pour 2035 d'un avion neutre en carbone fonctionnant à l'hydrogène, un projet qui bénéficierait d'ici 2022 de 1,5 milliard d'euros de financement public. Alors, l'éclaircissement que je sollicite est celui-ci. Est-ce que ce fameux 1,5 milliard d'euros est équivalent aux 3/4 de l'enveloppe dégagée, ou est-ce que ce 1,5 milliard vient des 15 milliards qui sont spécifiquement dédiés au développement et au plan dédié à l'aéronautique? Voilà, si vous pouviez me donner une explication à cette question et par ailleurs me donner votre sentiment par rapport à ce projet d'avion décarboné à un moment où, comme vous le savez, la filière aéronautique est catastrophique et j'imagine que le modèle économique sera particulièrement intenable si on considère la technicité, les investissements développés et le volume de vente d'avions du marché actuel. La deuxième question que je voudrais vous poser concerne des propos qu'on a entendus hier lors de la mission d'information du transport de marchandises qui est animée par nos rapporteurs, Mme Bonnefoy et M. Poindreau. Il y avait des collègues qui étaient là, M. Tabarot, M. Jacquin, et les échanges étaient très intéressants, notamment avec la FNTR, la Fédération nationale du transport routier, et sa déléguée générale, Florence Berthelot, qui nous disait, voilà, nous pesons 5 000 entreprises, 225 000 salariés. Elle nous dit, bien sûr, l'idéal à terme serait de développer un camion électrique ou un camion à hydrogène, mais fin 2022, et ça rejoint d'ailleurs une question qui a été posée par un de nos collègues, fin 2022, nous aurons probablement 1000 camions sur les 200 000 que comprend la flotte nationale, et un camion à hydrogène, c'est 650 000 euros l'unité, c'est-à-dire 5 à 6 fois plus cher qu'un camion classique diesel. Et donc, vous comprenez bien, et nous disait-elle, que ce n'est pas pour demain que nous allons développer une grosse flotte de camions à l'hydrogène. En tout cas, à mon avis, on sera loin des 100 000 camions qui étaient évoqués tout à l'heure dans les objectifs européens. Elle nous disait également qu'on en était au stade prototype et que donc le modèle économique était particulièrement intenable quand on connaît notamment la compression des prix qui est effectuée sur le marché. Voilà donc les deux questions que je voulais vous poser, donc des questions sur finalement l'acceptabilité du modèle économique de l'utilisation de l'hydrogène, à la fois dans l'aéronautique, mais également dans le transport routier. Merci, je vais donner la parole à M. Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants à cette réunion. Alors, quand on parle du développement de la filière hydrogène, c'est sur la mobilité et l'industrie que sont orientés aujourd'hui les efforts de recherche. La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre une grande partie de la filière hydrogène en France. Les différents acteurs, avec le soutien des pouvoirs publics, ont lancé le projet Zéro Emission Vallée afin d'alimenter 20 stations en hydrogène vert et avec comme objectif d'éviter 13 000 tonnes de CO2 et l'utilisation de 4 300 000 litres de diesel. Ce projet a été financé par des fonds européens et porté par un partenariat public-privé avec Michelin, la région et la Banque des Territoires. À terme, il s'agit de développer un maillage suffisant en stations hydrogène et de rendre la mobilité accessible au plus grand nombre, y compris aux particuliers, avec un coût visé comparable à celui du diesel. Dans le même ordre d'idées, et même si vous avez déjà en partie répondu, on sait combien le logement est source d'émissions de CO2 et de consommation d'énergie. Alors moi, je voudrais vous demander s'il est illusoire de penser que le développement de la filière hydrogène bas carbone pourrait se structurer aussi à moyen terme autour du marché du chauffage et de la production d'eau chaude domestique pour un développement massif et avec des coûts évidemment plus acceptables. Merci, je donne la parole à Mme Bonnefoy, puis après à M. Rojoux pour clôturer cette première série de questions. Oui, merci Monsieur le Président. Notre commission a récemment créé une mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, dont je suis rapporteur, ça a été dit tout à l'heure, et avec mon collègue Rémi Pointreau, qui est, je crois, présent dans l'hémicycle. Le soutien à l'acquisition de véhicules industriels à hydrogène était une des mesures phares annoncées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, afin d'accélérer le verdissement de la filière. Par ailleurs, le projet de loi climat intègre également une incitation à cette transition avec un soutien aux transporteurs en contrepartie du déremboursement progressif de la TICPE. Néanmoins,
et ça a été rappelé par mon collègue avant moi, de nombreux acteurs du transport de marchandises considèrent que le marché n'est pas mûr, n'est pas mature, qu'il n'y a pas d'offre réaliste qui puisse concurrencer les motorisations fossiles et qu'en somme, les bonus à l'acquisition de véhicules hydrogène relèvent aujourd'hui plutôt de l'affichage, faute justement, et pour l'instant, de véhicules hydrogène. Alors donc, selon vous, quelle est l'échéance de compétitivité des poids lourds à l'hydrogène? Est-il réaliste d'amorcer la transition du secteur dès aujourd'hui, ou bien est-il plutôt préférable d'investir dans des énergies de transition comme des biocarburants, ce qui nous a d'ailleurs été suggéré dans nos auditions? Je vous remercie pour votre réponse. Si tu permets, je vais donner la parole à Rémi Pointreau, puis je te redonne la parole tout de suite après. Comme on parle de la mission transport en tant que rapporteur à la mission transport, après tu as la parole. Merci. Oui, merci Président. Effectivement, avec Nicole Bonnefoy, nous menons cette mission sur le transport des marchandises face aux enjeux environnementaux. Et la plupart des personnes que nous avons auditionnées, des acteurs que nous avons auditionnés, mettent en avant l'hydrogène comme solution pour l'avenir, pour essayer de décarboner donc tout ce qui est transport de marchandises, parce que c'est vraiment là où se passent les choses. Et pour décarboner ce secteur du transport, l'hydrogène possède certainement des propriétés intéressantes par rapport aux carburants fossiles. Par contre, il est beaucoup plus inflammable et avec une obligation d'avoir un stockage tout à fait particulier et assez encombrant et lourd pour le ferroviaire, les poids lourds, etc. Donc moi, ce que je voulais savoir, selon vous, est-ce que ce carburant d'hydrogène est-il compatible avec l'utilisation dans le cadre de mobilité, notamment marchandises routiers, marchandises ferroviaires et peut-être demain l'aérien, parce que bon, c'est peut-être une possibilité pour l'aérien, en mettant en face donc tous ces risques que nous pouvons avoir sur l'explosion, l'inflammabilité de ce carburant. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit mon collègue, M. Demilly, sur le coût des poids lourds, effectivement, il y a peut-être un surcoût, mais le chiffre que tu donnais de 600 000, ce sont pour des véhicules électriques. Pour l'hydrogène, il n'y a pas eu de coût mentionné, sachant qu'un poids lourd classique coûte à peu près 100 000 euros, 120 000 euros, et qu'un poids lourd électrique, c'est 600 000 euros. 600 000 euros, donc c'est 5 fois plus. Donc vous imaginez que pour le rentabiliser, il faut faire un certain nombre de kilomètres, de milliers de kilomètres supplémentaires. Mais là, le sujet que nous avons, c'est le risque que nous pouvons avoir en utilisant de l'hydrogène sur des camions où il y a des réservoirs très très importants de carburant fossile. Et là, pour l'hydrogène, ça sera des volumes beaucoup plus importants. Donc voilà, c'est la question que je voulais poser à l'ensemble des auditionnés. Merci. Je vais donner la parole à M. Rojouan avant de donner la parole pour réponse. Oui, Président, merci. Messieurs, vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations au sujet de l'hydrogène, mais moi, j'ai retenu deux, trois questions, ou plutôt précisions, que je voudrais évoquer avec vous. Donc, l'hydrogène n'est pas à proprement parler une source énergétique, mais plutôt ce qu'on appelle un vecteur, puisque, comme vous l'avez dit, il sert à stocker et transporter l'énergie produite par une source, pétrole, photovoltaïque, charbon, jusqu'à son utilisateur. On le considère comme propre, puisque lors de son utilisation, il ne génère que seul de l'eau comme déchet et n'émet aucune émission gaz à effet de serre. Il est donc propre en tant que transporteur. Cependant, l'énergie stockée et transportée grâce à l'hydrogène provient parfois et souvent, vous l'avez dit, donc de sources fossiles. J'ai lu dans une étude du cabinet Norton Rose qu'en France,
94% de l'hydrogène produit proviendrait aujourd'hui donc de sources d'énergie fossiles. Alors j'aimerais savoir si vous vous êtes fixé une forme d'échéancier dans vos études et analyses pour imaginer à quelle échéance on pourrait imaginer passer par exemple à 50%. Est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée? Et puis d'abord me confirmer si effectivement ce chiffre de 94% aujourd'hui est vrai. Merci. J'ai une deuxième interrogation. J'ai lu que Berlin, en juin 2020, avait donc mis à disposition un budget de 9 milliards d'euros pour tout ce qui concerne l'hydrogène et que la France, elle, va investir 7 milliards sur 10 ans et que les discussions entre la France et l'Allemagne avaient commencé. Alors, est-ce que l'objectif, c'est de mutualiser ces budgets et de faire un travail ensemble et de pousser la recherche beaucoup plus loin ou alors chacun fait le job de son côté? Donc, je terminerai en vous demandant comment réagissent les pétroliers par rapport à ce développement en cours et futur de l'hydrogène. Vont-ils être des partenaires? Vont-ils s'impliquer? Est-ce que vous avez des réponses à ce sujet? Merci. Merci, chers collègues. Je vous donne la parole, monsieur Boucli. Alors, la question du camion est bien reconnue. Nous avons au sein de France Hydrogène un groupe de travail sur la mobilité en général et en particulier sur les bus et les camions. Alors évidemment, la question du coût est fondamentale. On a commencé sur les bus avec un objectif d'un plan 1000 bus à l'horizon 2024, un peu aussi en ligne avec les JO de 2024. À ce jour, plus d'une vingtaine de villes sont candidates à l'adoption de flottes à hydrogène, flotte de bus à hydrogène. Je citerai notamment Dijon, Le Mans, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une vingtaine en France. Évidemment, vous savez déjà que Pau est équipé et que dans le Nord, le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle est également équipé de bus français, d'ailleurs, à hydrogène. Alors, c'est clair que on entame également actuellement un travail sur les camions. On est clairement en retard dans nos études sur le camion, parce qu'effectivement, il y a très peu d'offres. À ce jour, à ma connaissance, à part Hyundai, qui est en train de livrer une série de 5000 camions. Oui, enfin, un grand nombre, c'est 5000, hein, 1600 ? Oui, bon, j'ai été un peu 1600 camions, mais alors, disons les 50 premiers camions ont déjà été livrés. Ce sont des camions pour la grande distribution qui souhaite décarboner également sa chaîne logistique. On a interrogé, nous avons évidemment des contacts avec la FNTR et l'ensemble des syndicats de transporteurs. Le TCO, comme ils disent, donc le coût total de possession c'est un secteur très compétitif, très concurrentiel, pardon. Et les coûts sont évidemment le premier point d'attention. Les transporteurs nous disent clairement, nous on veut bien aller à l'hydrogène, pour autant que ça ne fait pas une hausse du TCO de 5% maximum. Mais en fait, si c'est zéro, c'est encore évidemment beaucoup mieux. Donc là aussi, nous commençons à agréger des offres. Pour l'instant, je dirais ceux qui lèvent le doigt, ce sont surtout les collectivités pour s'équiper en bennes à ordures. On a à peu près une vingtaine de 20 ou 30 bennes à ordures qui seraient envisagées au niveau français. Et vous avez également la société Chéreau qui a mis au point des remorques frigorifiques à hydrogène. Donc ça démarre, mais je suis complètement d'accord, il n'y a pour l'instant pas assez d'offres. Et à part Hyundai, Iveco y travaille, y réfléchit. Mais c'est encore assez embryonnaire. Aux États-Unis, vous avez la société Nikola qui également travaille là-dessus. Vous avez Daimler et Volvo Trucks qui se sont alliés sur la partie pile à combustible en restant concurrents sur, disons, plus à l'aval. Vous avez également une filiale de Renault qui s'appelle PVI qui travaille également à la transformation de véhicules diesel pour les adapter à l'électricité, que ce soit la batterie ou... Mais il y a bien sûr
un effort à faire sur l'offre. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Et pourquoi il n'y a pas d'offre? Parce qu'il n'y a pas de demande. Enfin bon, on se mord un peu la queue. Mais c'est quelque chose qui doit monter en puissance. Alors, je vous entends souvent insister sur la recherche pour réduire les coûts. Évidemment, je l'ai déjà dit, je le répète, il faut continuer à faire de la recherche, du développement, de l'innovation. Mais la filière considère que ce n'est qu'en changeant d'échelle, en passant à des gigafactories, qu'on va réduire les coûts. Si je prends l'exemple de l'Amirail, dont vous voyez quelques exemplaires circuler dans Paris, Toyota est passé à 30 000 exemplaires par an. L'année dernière, c'était 3 000 exemplaires par an. Pour des boîtes comme Toyota, ce sont des chiffres ridiculement bas. Ce n'est qu'en passant à l'échelle industrielle, par des séries longues, qu'on pourra réduire les coûts et atteindre des coûts. Il n'y a aucune raison objective qu'un camion électrique soit 6 fois plus cher qu'un camion diesel. C'est plutôt plus simple, donc ça va être le même prix, voire moins cher. Simplement, il est fait en tellement petite série que c'est très cher. Sur la question des... Quand va-t-on passer à 50% d'hydrogène bas carbone, je dirais. Nous avons répondu à cette question au travers du manifeste, vous le trouvez sur notre site. Le manifeste, je pourrais vous le fournir si vous le souhaitez. Le manifeste que nous avons publié en juillet dernier se posait justement la question: que faut-il faire pour atteindre l'objectif de l'article 1 de la loi énergie-climat, c'est-à-dire 20 à 40% d'hydrogène décarboné à l'horizon 2030. Et donc, nous avons trouvé qu'il faut investir de l'ordre de 24 milliards, un soutien global de l'ordre de 10 milliards. Quand je dis global, c'est-à-dire on n'a pas fait, parce qu'on n'était pas capable de le faire, le distinguo entre le soutien des régions, le soutien national, gouvernemental, et le soutien européen. Et pour ce faire, donc, mettre en place 7000 mégawatts d'électrolyse, qui est quand même très proche des 6500 dont parle la stratégie nationale. Donc la réponse, c'est on arrive à 50% à l'horizon 2030, pour autant que la stratégie nationale hydrogène est réalisée. Concernant France-Allemagne, donc vous avez noté que les ordres de grandeur sont les mêmes entre ce que la France et l'Allemagne mettent ensemble. Là encore, j'ai entendu parler de mutualiser la recherche. Bien sûr, et ça c'est fait déjà depuis longtemps, au travers notamment des programmes européens, dans cet acronyme barbare FCHJU, le Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, donc ce partenariat public-privé entre la Commission et les industriels et les chercheurs au niveau européen, pour développer des programmes de recherche au niveau européen et associer des partenaires de tous les pays d'Europe. Donc ça marche, ça va continuer. Pour l'instant, c'était Horizon 2020, ça va s'appeler maintenant Horizon Europe. Les fonds sont là et ça va continuer. S'agissant de la France et de l'Allemagne, Laurent Michel l'a évoqué tout à l'heure, il y a la réflexion qui est déjà bien avancée et une entente... disons une position commune adoptée et présentée par l'Élysée le 13 décembre dernier, une déclaration commune avec du président Macron et de la chancelière Merkel pour dire on est favorable à un IPCEI, un projet important d'intérêt européen commun, pour donc mutualiser, toujours la même question, mutualiser les besoins et gagner en taille pour les projets qui seront développés et par conséquent réduire les coûts. S'agissant de l'hydrogène dans les réseaux, c'est absolument fondamental d'avancer également sur cette question et que ce soit les opérateurs gaziers du transport, de la distribution, mais également du stockage, ils travaillent ardemment. Ils ont déjà publié un rapport que vous trouvez sur le net également sur les conditions pour accueillir de l'hydrogène dans les infrastructures gazières. C'est fondamental dans la mesure où il s'agit ça a été cité, c'est un vecteur énergétique et il va prendre une place analogue à celle qu'ont déjà l'électricité ou le gaz naturel. Et donc, il faut créer les conditions du marché et donc mettre en place l'infrastructure sous-jacente qui permet les échanges et donc le contact entre les producteurs et les consommateurs.
donc des travaux sur la technologie elle-même. Tous les aciers ne sont pas égaux pour accepter de l'hydrogène. Donc également des dispositifs réglementaires. La qualité, pour l'instant, la qualité n'est pas la qualité. Enfin, disons le taux d'hydrogène admissible dans les réseaux n'est pas le même d'un point à l'autre en Europe. Entre deux pays voisins, les taux ne sont pas les mêmes, donc ça va poser des problèmes d'interopérabilité, et donc ces questions doivent être réglées. Et troisièmement, il faut résoudre également des questions d'ordre régulatoire, c'est-à-dire quel est le statut de ce réseau qui va transporter l'hydrogène. J'ai tendance à penser que ça va être un statut très proche de ce qui est fait pour le gaz naturel, donc s'en inspirer clairement, c'est-à-dire les règles habituelles de l'accès des tiers au réseau, que chacun puisse accéder au réseau pour transporter sa marchandise, je dirais, et également une séparation des fonctions entre le commercialisateur et le transporteur. Je terminerai sur les pétroliers. Moi, ce que je constate, c'est que les grands pétroliers s'y mettent progressivement. Total donc a maintenant une business unit, enfin une entité qui s'occupe d'hydrogène, de développer l'hydrogène. Et Total, en coopération avec Engie, travaille sur sa raffinerie de la Med dans le projet Massilia. Il s'agit donc de développer un parc de 100 MW de photovoltaïque et 40 MW d'électrolyse, de façon à, introduire de l'hydrogène dans le process de la raffinerie de la Med. Shell, je vais citer quelques-uns. Shell est également très impliqué à la fois dans ces raffineries pour décarboner l'hydrogène qui sert au raffinage du pétrole, mais également dans des consortiums, notamment aux Pays-Bas, pour développer de l'éolien qui permettra donc d'avoir de l'énergie renouvelable pour alimenter les électrolyseurs qui vont produire l'hydrogène. Après, vous avez des déclarations de présidents, je pense au président de BP. Donc, la perception qu'on en a, c'est que les pétroliers prennent le virage. Bon, ce sont des gros bateaux, donc les virages sont lents, mais la progression peut être notée. Voilà ce que je peux dire comme réponse pour l'instant. Monsieur Michel ? Oui, par rapport aux questions posées et en complément, la première portait sur la participation citoyenne. Alors, je dirais que, comme sur de nombreux sujets énergétiques, on peut avoir déjà plusieurs échelles. Je pense qu'il est important que l'hydrogène soit dans les débats sur l'énergie, dans les futurs débats parlementaires sur la loi de programmation, dans les concertations que l'on mènera sur la future stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour échanger, partager. Après, il y a la mise en œuvre des projets. On peut le prendre d'abord sur la question des grands cadres, et je reviendrai juste après sur la question de la sûreté. Il est évident que les premières questions qu'on peut se poser, parmi les premières, c'est soit de manière générale ou par rapport à des installations, c'est les nuisances ou les risques. Donc ça veut dire qu'on doit avoir à la fois un cadre réglementaire clair, mais aussi, et donc ça passe par des arrêtés ministériels, des directives précises, mais aussi une mise en œuvre de qualité, ce qui sous-entend non seulement que l'installation est conçue et fonctionne correctement, mais aussi qu'il y a, au moment, si on décide de créer un électrolyseur ou d'injecter de l'hydrogène dans des réseaux ou des stations d'avitaillement, il y a des processus et des procédures. Ce n'est pas la même chose, mais il doit y avoir effectivement appropriation par les porteurs de projets de la nécessité non seulement de conduire des processus d'autorisation, par exemple quand il y en a de manière formelle, mais d'expliquer, concerter, et aussi de rendre compte que oui, ça fonctionne, qu'il y a des contrôles, etc. Je crois que c'est important que les projets, quand ils sont menés, soient expliqués. C'est aussi important, et c'est ce qu'on voit dans l'appel à projets écosystèmes territoriaux, c'est qu'un projet ne soit pas forcément plaqué, mais co-construit avec des utilisateurs de l'hydrogène. Ce n'est pas seulement un électrolyseur ou un autre procédé qui vient produire de l'hydrogène, c'est un ensemble d'usages en liaison avec les acteurs. Au-delà de ça, je ne suis pas sûr que ça se distingue forcément de beaucoup d'autres sujets dans le domaine de l'énergie où
On peut parler des éoliennes, on peut parler des méthaniseurs, on peut parler de plein d'autres sujets. Mais évidemment, comme c'est nouveau, il y a besoin peut-être encore plus d'appropriation et d'échanges sur ces sujets. Sur la mobilité, il y avait une question sur les modèles économiques et d'abord sur l'origine des subventions pour l'aviation. Alors sur le 1,5 milliard du programme sur l'avion, 50 millions viendra de la stratégie hydrogène au titre du PIA, programme des investissements d'avenir, le reste étant sur les dispositifs spécifiques du plan, des plans sur l'aviation et du comité de recherche sur l'aviation, le CORAC. Donc ce n'est pas 2 milliards dont 1,5 milliard, c'est 2 milliards plus 1,5 milliard. Enfin, l'avion hydrogène n'est pas compté dans les 2 milliards plan de relance hydrogène, sauf pour 50 millions d'euros. Je partage ce qui a été dit sur le transport routier. Effectivement, aujourd'hui, les motorisations alternatives sur, en particulier le poids lourd de transport de marchandises sont encore peu nombreuses. Elles sont beaucoup plus répandues sur le bus, un bus électrique, bus électrique à prolongateur par pile à combustible. Tout ça, c'est déjà beaucoup plus répandu. Mais l'offre n'est pas là. Mais je crois qu'on vise du 2030, c'est-à-dire qu'on y travaille aujourd'hui pour déployer à cet horizon le transport décarboné. Le transport décarboné, c'est d'une part un transport plus efficient en lui-même, c'est-à-dire soit on transporte moins, soit on transporte plus efficacement, sur soit des distances moins longues, des véhicules mieux chargés, plus optimisés, il y a ça. Que ça soit décarboné ou pas, c'est la base. Et après, c'est le véhicule et son carburant. Pour la première fois, nous avons une législation européenne qui fixe des objectifs aux vendeurs de poids lourds de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la flotte vendue, environ 10-12 ans après qu'il y ait eu les premiers objectifs pour les véhicules légers. Donc on suit ce chemin. Avec cet objectif qui est fort et qui va nécessiter, et c'est en route, que les transporteurs, avec des choix technologiques différents qui s'offrent à eux, certains sont un peu multi-vecteurs, d'autres ont une focalisation, développent ces poids lourds. Donc c'est le soutien à la R&D et c'est ensuite la massification qui devrait permettre de baisser les coûts. À ce stade, effectivement, et un peu comme on a fait le chemin pour les véhicules électriques, il y a effectivement des aides qui sont relativement importantes. C'est un suramortissement, je crois, de 30 ou 40%, plus une aide qui vient d'être créée pour le poids lourd hydrogène ou électrique de 50 000 € dans le cadre du plan de relance. Ça couvre une partie importante du surcoût. Évidemment, ça ne fait pas la masse, puisque d'abord l'offre n'est pas forcément là, mais ça permet quand même de lancer les premiers démonstrateurs et qui sont importants. C'est un chemin qu'on a vu sur le véhicule électrique léger. S'il n'y avait pas eu quelques constructeurs et quelques États, dont la France, qui avaient soutenu Mordicus pendant longtemps, ce qui était confidentiel, est-ce que ça aurait émergé ? Pas forcément. Et au moment où la réglementation devenait contraignante, on n'aurait pas eu la solution. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui tire et quelque chose qui pousse. Et on l'a bien vu, on l'a vu sur les poids lourds à gaz, qui sont une première étape. Eh ben, il y a eu un moment où on a soutenu l'achat de poids lourds, c'est encore le cas, la mise en œuvre de stations d'avitaillement GNV. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et c'est une piste, y compris avec le biogaz. Enfin, évidemment, travailler, si on est sur l'électrohydrogène, pour que l'hydrogène que l'on met dans le poids lourd soit moins cher. Mais ça, c'est vrai pour toutes les utilisations de l'hydrogène. Alors, sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire qui est corrélée, c'est des réflexions qui existent dans plusieurs pays, je crois entre autres aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui ont des démonstrateurs avec là aussi plusieurs sous-options. C'est hydrogène mélangé au réseau de gaz ou même convertir le réseau de gaz à l'hydrogène. Il est assez connu qu'à Leeds, il y a un club de foot, mais aussi un réseau de gaz qui est en train de se convertir à l'hydrogène. Mais en dehors de ça, on en est plutôt au stade démonstrateur. Néanmoins, ça reposera les questions de l'équation énergétique et économique, qu'il peut y avoir, quels que soient les procédés, quand même pas mal de pertes à force de convertir l'énergie en hydrogène. Et un certain nombre d'experts ne pensent pas, mais après, on va voir ce que donnent aussi les divers travaux de R&D, qu'il y ait un gros avantage à focaliser l'hydrogène sur le chauffage. Je ne tirerai pas un trait néanmoins définitif sur cette
options, mais elle n'apparaît pas forcément parmi les plus prometteuses, mais on verra. La question des objectifs a été posée, était entre autres, il y a déjà eu beaucoup de réponses, mais je confirme que la loi énergie-climat fixe un objectif de 20 à 40% d'ENR dans l'hydrogène aujourd'hui industriel. Et si vous vous portez un peu plus loin avec les 600 000 tonnes qu'on produirait en 2030, ça ferait un peu plus de 60% de l'hydrogène aujourd'hui utilisé. Alors, en 2030, il y aura sûrement un usage plus gros, donc on sera peut-être dans ces eaux de 40 à 50%, ce qui serait déjà quand même non négligeable. On a cité les montants d'investissement et les gigawatts d'électrolyse qu'on met derrière. Pour finir sur une des dernières questions, c'était le cadre de sûreté. Il est effectivement extrêmement important, tant pour les installations de production, de stockage et distribution, y compris quand on veut le passer par les réseaux, et les véhicules. Ce sont des activités qui sont, en France, en Europe et dans le monde, fortement réglementées, avec que ce soit l'hydrogène ou tout autre fluide, une approche générique sur quels sont les risques et quelles sont les mesures pour les prévenir, et des processus. Donc, à grosse maille, un peu partout dans le monde, les installations de production ou de stockage, ce sont les équivalents des installations classées pour la protection de l'environnement. Ça s'appelle ailleurs, différemment ailleurs, mais c'est comme ça. Quand c'est gros, c'est soumis à autorisation, parfois même au titre de la directive Seveso, autorisation explicite, et avec une réglementation ad hoc par arrêté préfectoral. Si c'est moins gros, on va, dans le cas des petites stations-service, jusqu'à une simple déclaration, mais avec des prescriptions. Et comme je l'ai dit récemment, je pense que c'est en 2018, nous avons adapté, c'est nos collègues de la Direction générale de la prévention des risques qui gèrent ce domaine, adapté la réglementation station-service, comme on l'avait d'ailleurs déjà adapté au fait que maintenant on peut aussi avoir des bornes de recharge de véhicules électriques dans les stations-service. Question de cohabitation des usages, il faut trouver le bon degré de l'équilibre entre une sécurité très forte et évidemment la praticabilité des choses. Moment, si vous mettez un bunker autour de toute chose, c'est très sûr, mais s'il y a un bunker autour de votre station-service, on n'y va pas. Donc il faut... mais c'est vraiment très pris en compte. Et par ailleurs, sur les véhicules, on a aussi évidemment des cadres d'homologation des véhicules, dans le cadre avec un chapeau fêtier. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est un domaine c'est spécifique. Par exemple, sur les automobiles, il y a un cadre onusien de la réception des véhicules, ensuite décliné au niveau européen, où en gros, pour les grandes séries, sont réceptionnées par ce qu'on appelle réception par type, par une autorité européenne. On en a en France qui est rattachée à notre direction générale, et ils peuvent ensuite circuler dans toute l'Europe. La réception est reconnue. Et après, il y a des sous-process, par exemple, quand il y a des toutes petites séries, il peut y avoir des réceptions, y compris jusqu'à une réception individuelle d'un véhicule. Mais le véhicule hydrogène, comme d'autres, à pétrole, à gaz et électrique, fait l'objet de ces réceptions basées sur des dossiers réglementaires très lourds, mais aussi des essais extrêmement pointus. Et on a déjà aujourd'hui un certain nombre de véhicules hydrogène homologués par des constructeurs et étrangers, entre autres japonais, c'était Amirai, elle est homologuée en Europe, mais les camions Hyundai qu'on évoque, effectivement, eux aussi, ils sont homologués. Et on a des bus à hydrogène homologués en France et de constructeurs français. Donc c'est un sujet extrêmement important et qui nous amène, évidemment, dans le cadre de tous ces processus, à prendre en compte les nouvelles technologies et adapter nos outils, nos approches des essais et de l'homologation des véhicules avec les nouveaux fluides, sans compter le fait que parfois ces véhicules un jour deviendront autonomes ou un peu plus autonomes, ce qu'on doit prendre en compte aussi. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, c'est un sujet important, mais qui a, je pense, des processus, il s'inscrit dans des processus très normés et où on a l'habitude de voir des nouvelles technologies émerger. Ça va même, après, on a eu traité des questions sur peut-on autoriser des véhicules électriques dans des parkings souterrains. Voilà, mais c'est une des préoccupations extrêmement importantes et au quotidien. Il se trouve par ailleurs, il y a la même chose mutatis mutandis pour des bateaux et des avions par ailleurs. Il se trouve que par ailleurs notre ministère non seulement est chargé de la politique énergétique, mais de toutes ces politiques de sûreté de ces véhicules, ce qui facilite un peu la connexion pour le travail. Voilà, merci.
Merci. Il y a peut-être une question qu'il faudra préciser tout à l'heure. C'est la réponse à notre question de notre collègue Rejoint qui avait évoqué les 7 milliards investis en France et les 9 milliards en Allemagne. Et puis savoir si eh bien, ce serait commun ou pas, si chacun mène sa politique. Donc ce serait peut-être bien que vous y répondiez avant que je donne la parole à une deuxième série de questions. Mais je croyais avoir répondu en disant que... Pardon ? Peut-être pas bien percuté. Alors voilà, je disais que donc la France a mis 7,2 milliards, l'Allemagne c'est 9 milliards, dont 2 milliards pour des coopérations pour importer de l'hydrogène des pays voisins de l'Europe. Et je disais que la coopération, elle existe déjà en termes de recherche-développement au niveau européen dans le cadre du FCAJU, ce partenariat public-privé qui travaille sur la recherche et la mise en place de démonstrations, le développement de l'innovation relative à l'hydrogène dans toute l'Europe, et en particulier donc des coopérations entre la France et l'Allemagne. Et ce sur quoi on travaille actuellement, et je citais donc le communiqué de l'Élysée du 13 décembre dernier, donc à la suite d'une visite de Madame Merkel, me semble-t-il, où il avait été dit que la France et l'Allemagne étaient en faveur de la mise en œuvre d'un projet important d'intérêt européen commun, en anglais un IPCEI, Important Project of Common European Interest, pour justement mettre en œuvre des gigafactories, à l'instar de ce qui s'est fait pour les batteries, et pour justement massifier la production et réduire les coûts. Merci. Monsieur Trainer, aussi, vous avez... Juste un point, beaucoup de choses ont été dites. Quelqu'un avait posé la question du rendement global de power to gas to power. Avec un chiffre qui est de l'ordre de 25%. Je crois qu'effectivement c'est ça. 25%, les possibilités d'amélioration c'est peut-être 30 ou 35%. Non ? Vous dites que c'est mieux que ça ? Le rendement de l'électrolyse c'est 70% et la pile à combustible 50%, donc c'est 35%. 35%, oui, d'accord. Ok, 35%, ça veut dire que pour déstocker un, il faut avoir stocké 3. Voilà. Donc ça fixe un peu les limites, je crois, de l'exercice. En tout cas, ça donne le bon ordre de grandeur. Ça veut dire que si vous voulez en faire beaucoup, il faut avoir des sources d'énergie dédiées à ça. Voilà. De la même façon que si vous voulez, je prenais l'exemple tout à l'heure d'avoir 20% de l'énergie finale avec de l'hydrogène, eh ben, c'est augmenter de 50% la production d'électricité, voire de 100% suivant le scénario énergétique que l'on considère. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point de complément, j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça reviendra. Merci. Monsieur Michel, vous vouliez compléter ? Oui, juste en étant totalement raccord avec ce que dit Monsieur Boucli, l'idée, soit des projets R&D amont, soit des IPCEI, c'est bien d'additionner les efforts avec des acteurs des deux pays et les financements. Et un IPCEI, normalement, c'est un financement en Commission européenne et les 2 ou 3 ou plus pays concernés. Et donc, on a eu déjà plusieurs réunions d'échanges sous forme de, on pourrait presque dire speed dating, de mise en relation franco-allemande sur ce sujet. Et maintenant, on rentre dans la phase d'appropriation et d'examen des projets, mais on n'est pas dans une situation privilégiée, mais pas exclusive. On a fait le même exercice il y a une dizaine de jours, une première réunion avec nos homologues italiens, nous étions pendant les industriels des deux pays, les ministères de l'économie et de la transition énergétique en France, et le ministère italien, où l'énergie étant dans le même ministère de l'économie là-bas. Donc on a aussi initié ce travail avec l'Italie, et ce n'est pas formel, on sait déjà, je crois qu'il y a déjà des acteurs français présents en Italie et inversement, on a beaucoup d'acteurs étaient présents, donc on vise à un moment, c'est pas le trépigner pour dire l'Europe, comme c'est si on arrive à faire émerger, et comme ça coûte quand même relativement cher, et que c'est pas gagné technologiquement, on pense qu'il va y avoir des électrolyseurs très performants dans le futur et moins chers et tout, mais c'est quand même pas évident. Donc si on arrive à joindre les efforts à la fois au plan financier et industriel,
ça sera important. Après, il est évident aussi qu'il y a des stratégies légèrement différentes, et puis qu'en fait des écosystèmes territoriaux, sauf s'ils sont transfrontaliers, ils sont soit français, soit allemands, évidemment. Mais je pense que tous ces échanges, au-delà même des projets en commun, tous ces échanges, ils permettront de nourrir les politiques des uns et des autres, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pire que l'Allemagne, ni qu'elle fasse pire que nous, et inversement. Merci pour ces précisions. Je donne la parole à Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos interventions et vos éclairages. Alors d'abord, je voudrais revenir sur des choses qui ont été évoquées par diverses personnes, sur les projections qu'on pourrait faire sur l'avenir. Bien évidemment, ces projections, dans l'état actuel des choses, ne peuvent pas se faire si on tient compte qu'on pourrait réduire aussi la consommation d'énergie, et vous l'avez évoqué. On pourrait réduire aussi la production d'engrais qui consomment de l'hydrogène, parce que c'est quand même un petit peu prévu dans nos projections d'avenir. Et puis, parce que quand on a, et je voudrais revenir aussi là-dessus, quand on a des énergies renouvelables qui sont produites par des éoliennes, par exemple, alors qu'il y a une demande très faible, voire nulle, de les utiliser, c'est peut-être intéressant, justement, d'utiliser ces énergies-là pour produire de l'hydrogène. Et également, je reviens sur quelque chose qui a été évoqué, c'est-à-dire sur les conversions d'énergie. Effectivement, à chaque fois qu'il y a une conversion, il y a des pertes d'énergie. Mais je pense, moi, que pour les électrolyseurs, on passe quand même de faire des progrès significatifs. Alors moi, j'aurais voulu vous demander, puisqu'on a parlé de mobilité lourde, et qu'on a, en France, on n'a pas trop parlé des trains. On prévoit en France de remplacer nos véhicules diesel, enfin nos trains diesel par des trains à hydrogène, et qu'il y a un petit peu urgence en la matière parce que les trains à hydrogène circulent déjà depuis 3 ans en Allemagne, et qu'on pourrait quand même s'attendre à ce que ça prenne vraiment, que ce soit vraiment maintenant quelque chose de concret en France, et que ce soit fait de manière très significative. Donc où en est-on et à quel horizon va-t-on avoir des trains à hydrogène, et notamment pour remplacer tous ces trains qui consomment encore qui fonctionnent au diesel. Deuxième chose, sur les avions, sur les projets que Airbus, et il me semble qu'ils sont déjà très avancés. Également sur l'hydrogène vert, alors produit par des énergies renouvelables ou pas, certes, mais il faut quand même tenir compte du fait qu'on va baisser notre production nucléaire et que nos centrales sont vieillissantes, et qu'il ne faut pas qu'à nouveau on prenne du retard si on table là-dessus en se disant on va utiliser cette électricité-là pour faire de l'hydrogène vert et ne pas développer suffisamment, comme les autres pays, la production d'hydrogène vert avec les ENR. Donc attention à ne pas passer à côté. Et alors j'ai une question qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, et sur les besoins de formation d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qui travailleront sur ces écosystèmes. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues pour faire en sorte qu'on ne soit pas à nouveau freiné parce qu'on n'aura pas les emplois qui pourront faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour revenir sur la notion d'objectif, donc contrairement à l'Union européenne, la France ne s'impose aucun objectif donc, concernant le nombre de tonnes d'hydrogène décarboné. Et donc, à ce titre, notre ambition peut manquer de lisibilité et surtout de partage d'enjeux et d'objectifs à l'échelle des collectivités, des territoires ou d'un certain nombre de parties prenantes. J'aimerais avoir votre opinion donc, sur le sujet. Quelle planification pour le développement de l'hydrogène vert ? Alors, le Haut Commissariat au Plan est-il aujourd'hui directement concerné ? Est-ce qu'il y a une réflexion donc, pour se mobiliser sur ces politiques ? Est-ce que vous avez donc des éléments précis sur ce sujet-là, donc en termes de planification ? Comment le maillage territorial de production d'hydrogène peut se structurer ou doit se structurer ?
Quel partenariat avec les régions? Faut-il inscrire des objectifs de développement d'hydrogène dans les SRADET, donc dans les documents aussi de planification à l'échelle des régions? Et faut-il aussi les décliner, par exemple, au niveau des plans climat, air, énergie territoriaux, pour faire en sorte que les territoires s'emparent aussi de cette problématique, de ces objectifs, et s'engagent notamment dans le cadre des politiques d'appel à projets? Et puis, pour terminer, justement, vous avez beaucoup évoqué les appels à projets. C'est une excellente chose pour progresser et avancer, mais tout le déploiement de ces politiques ne peut pas reposer uniquement sur les appels à projets, d'où l'intérêt aussi d'avoir une vision de planification et de coordination, notamment avec les collectivités territoriales. Merci. Je vais donner la parole à Louis-Jean de Nicolaï. Tu nous entends? Merci, Président. L'essentiel des questions ont déjà été posées. Moi, si vous le permettez, je voudrais revenir juste sur les programmes co-construits, notamment avec les territoires. Je voudrais prendre l'exemple, si vous le permettez, de ce qui se passe dans la Sarthe avec le Mans Métropole et une entreprise qui s'appelle Kairos qui voudrait produire à partir du pyrolyse de gaz naturel, qui est grâce à la méthanisation agricole, qui semble aussi être une alternative. Je crois que d'après ce qu'on me dit, c'est une technologie qui semble inédite en Europe, alternative et complémentaire à l'électrolyse de l'eau et qui serait produite aussi massivement par l'hydrogène vert. C'est un procédé de gasification à très haute température qui est duplicable et adaptable sur les territoires ruraux et en utilisant la biomasse agricole. Le projet prévoit une centaine d'agriculteurs à travers le chanvre qui pourraient produire ainsi cette méthanisation. Quel est l'avis de nos interlocuteurs sur cette prise de conscience à la fois agricole et sur l'implication de l'agriculture dans le processus d'hydrogène? Je crois que l'agriculture est faite pour produire des aliments, mais elle peut aussi produire de l'énergie. Quel est, selon eux, le pourcentage que pourrait apporter l'agriculture dans la participation à la production d'hydrogène? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Chevrollier. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants de cette table ronde sur l'hydrogène pour la transition écologique. Moi, je voudrais revenir sur la thématique du climat et les objectifs climat que nous devons avoir 5 ans après les accords de Paris. Cette année, la COP26 à Glasgow. Il faut des politiques publiques pour décarboner notre économie. Vous en avez parlé. La COP26, le Royaume-Uni envisage moins 68% de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Donc des objectifs extrêmement ambitieux. Donc nous, on a la stratégie nationale hydrogène avec un Conseil national de l'hydrogène, vous en avez parlé. Et vous avez parlé également du nucléaire. Et moi, je voudrais que vous précisiez vraiment vos positions sur l'importance de la filière nucléaire pour le déploiement de cette filière hydrogène dans notre pays, si on veut obtenir des résultats sur le terrain climatique où il y a urgence climatique. Il y a même aujourd'hui un jugement du tribunal administratif sur la nécessité d'agir dans le domaine climatique. Donc on a un besoin de long terme, mais aussi un besoin d'action court terme et donc la place du nucléaire. Et puis j'aurais une deuxième question qui recoupe celles qui viennent d'être posées, notamment sur la déclinaison territoriale. Il y a une stratégie nationale, mais la déclinaison territoriale avec les régions. L'ensemble des régions s'engagent sur l'hydrogène. Dans ma région des Pays de la Loire également, met de l'argent. Après, il faut le déploiement territorial. Donc, quelles sont vos réflexions sur le déploiement territorial pour la mise en œuvre de l'hydrogène et notamment de façon très pratique avec le maillage de stations hydrogène sur notre territoire? Merci. Oui, la parole est à Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. C'est toujours un débat absolument extraordinaire quand on se projette comme ça sur l'énergie, parce qu'on voit bien qu'en fait on est dans un système matriciel avec pas mal d'inconnus, puis les uns les autres font bouger 2 ou 3 variables et arrivent à des solutions diamétralement opposées. Donc moi, ma première question, ça serait
votre avis sur le moment où on pourra arrêter une stratégie. Puisqu'on a bien compris que pour l'instant, on n'est pas au stade de la stratégie, on est au stade de l'exploration des différents systèmes qui cohabitent. On investit sur l'hydrogène, sur le renouvelable, sur différents types de mobilité. Tout ça, en fait, ne fait pas une stratégie. On est au stade de l'exploration. Donc, à votre avis, à quel moment, c'est une question pour vous trois qui concerne à la fois l'État et les industriels, on aura une vision suffisante des principaux paramètres, taxe carbone, prix de production du renouvelable, prix des électrolyseurs, qui fera qu'on pourra aller vraiment à une stratégie comme on en a eu en France dans les années 70 et on n'en a plus aujourd'hui. Non pas qu'on ne veuille pas en avoir, mais on a trop d'inconnus sur les paramètres. Première question. Et la deuxième, vous en avez un tout petit peu parlé, et ça me semble pourtant être une des questions clés aujourd'hui, c'est qui produit l'électricité ? C'est-à-dire très clairement, on a peu parlé de photovoltaïque. La MED, par exemple, le projet Engie Total à la MED, c'est du photovoltaïque sur la production électrique source pour l'hydrogène décarboné. Et ce qu'on voit aujourd'hui, aussi avec le projet d'EDF à Dubaï, c'est qu'on arrive à du 11 € le mégawattheure. 11 € le mégawattheure, pour comparer Hinkley Point, c'est plutôt 120-130 € le mégawattheure en nucléaire. Donc le marché est en train de trancher et c'est plutôt le photovoltaïque qui est de très loin le moins cher et qui rend, y compris l'hydrogène, compétitif. Mais il faut des surfaces au sol considérables. Ce qui fait que les grands producteurs demain d'électricité et peut-être d'hydrogène, ou pas, parce que ça peut aussi être des câbles qui franchissent la Méditerranée, seront ceux qui ont beaucoup de sol et beaucoup de soleil. Et donc notamment les pays désertiques. Et c'est le sens de l'investissement d'EDF qui se chiffre en milliards sur Dubaï, par exemple. Donc est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est une pièce importante de ce puzzle, c'est aussi la production massive d'électricité photovoltaïque demain des pays notamment sahéliens et désertiques? Merci. Je vais donner la parole à Marta de Cidrac et puis à Didier Mandelli pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour toutes vos interventions très intéressantes. Moi, je vais en fait être un peu dans la continuité de ce qui vient de vous être posé comme question. C'est-à-dire, je le formulerai un peu différemment. Au niveau de... On a bien vu que l'hydrogène, il y a un véritable engouement aujourd'hui. Il y a, et ça ne date pas d'aujourd'hui, vous avez même fait des citations, Monsieur Trenner, qui datent d'un petit moment. Donc, tout ça pour dire que la vertu, d'une certaine manière, de l'hydrogène a l'air d'être acceptée. Toutefois, quel est, selon vous, chacun de vous, dans vos responsabilités, l'enjeu réel que vous y voyez? Est-il essentiellement économique? Est-il essentiellement environnemental? Est-il essentiellement souverainiste? Puisqu'on a tous très bien compris que ce n'est, au fond, on parle d'un vecteur énergétique. On ne fera pas l'économie à un moment donné d'avoir le débat sur la source même de nos énergies électriques. Et puis, on voit bien que même l'hydrogène a des couleurs. Il est gris, bleu, vert, jaune. Donc tout cela mérite un petit peu peut-être à un moment donné qu'on élargisse le débat sur la source même de cet hydrogène. Et j'ai une deuxième remarque, en fait, pour vous, Monsieur Trenner. Je suis un peu restée sur ma faim. À un moment donné, dans vos propos, vous avez rappelé évidemment les fluctuations qu'il peut y avoir et que nos installations aujourd'hui ne nous permettent pas, par rapport à l'hydrogène vert, d'absorber en réalité cette production d'hydrogène vert, si j'ai bien compris, en raison de l'intermittence de l'éolien ou du solaire. Et puis surtout, vous avez parlé d'incohérence en disant qu'il y avait un certain nombre d'incohérences aujourd'hui dans le débat autour de l'hydrogène. Donc moi, ça m'a un petit peu intriguée, pour ne rien vous cacher. Et j'aurais souhaité, d'autant plus que nos deux autres interlocuteurs, M. Michel et M. Boucli, n'ont pas rebondi là-dessus, j'aurais souhaité vous poser la question très simplement. Est-ce que c'est au niveau de la source? Est-ce que c'est au niveau de l'hydrogène lui-même? Et quels sont, j'ai bien compris que c'était vaste, qu'on ne pourrait pas en débattre ce matin, mais où situez-vous ces incohérences aujourd'hui dans le débat de l'hydrogène? Merci. Didier Mandelli. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur ce que nous avions intégré dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, avec un point très précis, mais qui peut être déterminant, et notamment pour un grand nombre de start-up. C'est la possibilité de faire ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire la transformation sur des véhicules existants, ce qui évite
les mises à la casse, le changement intempestif de véhicules qui pourraient servir beaucoup plus longtemps. Donc on l'avait intégré pour les véhicules automobiles et le décret du 13 mars dernier permet de fait d'intégrer cette technologie ou cette possibilité pour tous les véhicules de plus de 5 ans à moteur thermique. Ce qui veut dire que par exemple dans le travaux public, dans la traction agricole, dans un certain nombre de domaines et notamment les poids lourds, ça a été évoqué tout à l'heure puisque un poids lourd en construction neuf coûte excessivement cher. Nous avons aujourd'hui la possibilité, ça existe, des startups ont mis en place cette technologie, y compris sur du poids lourd et du tracteur agricole, sur des bennes ordures ménagères également, que vous évoquez. Et je cite l'exemple d'une petite société en Vendée qui pratique et qui fait sur demande ce genre de transfert de technologie, à la fois sur l'électrique et sur de la pile à combustible. Donc c'est à mon sens une solution qui n'est pas évidemment de masse, mais qui pourrait répondre au double souci à la fois d'avoir évidemment de l'énergie plus propre, décarbonée, et en même temps d'éviter de mettre à la casse ou d'aller envoyer sur des marchés extérieurs des produits ou des engins qui sont plus polluants que ceux que nous souhaitons voir évoluer. Il y a le projet IDEAL. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, c'est un groupement qui se forme et qui cherche à monter un projet. Pour l'instant, c'est 95 gigawatts de renouvelables, essentiellement du photovoltaïque en Espagne, avec l'installation de 67 gigawatts d'électrolyse pour produire de l'ordre de 4 millions de tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. Là, apparemment, compte tenu des coûts, vous citiez tout à l'heure, dans la péninsule ibérique, du photovoltaïque à 10-15 euros du mégawattheure semble accessible. Il faut encore que, par la massification, les coûts des électrolyseurs baissent. On est actuellement de l'ordre de, je sais pas, 800 euros du kilowatt. Il faudrait que ça tombe dans les 300 euros du kilowatt. Ça semble accessible si on fait des gigafactories d'électrolyseurs. Donc tout ça se met en place. Mais il faut dans le même temps que l'ensemble des clients possibles, je pense à la sidérurgie, je pense à la chimie, je pense à ces écosystèmes territoriaux qui vont absorber de l'hydrogène, soit pour la mobilité lourde, soit pour un usage industriel plus diffus. Il faut que tout ça se mette en place et que l'infrastructure de transport se mette également en place. Je suis désolé, les gazoducs pour l'instant sont pleins d'hydrogène, sont pleins de gaz naturel. Il faut déjà que les consommations de gaz naturel le baissent pour pouvoir réutiliser pour l'hydrogène. Alors, la question il y avait une question sur la biomasse. Là aussi, je crois, Yava a répondu dans mon propos liminaire en disant que pour nous, l'enjeu, la stratégie affichée le 8 septembre dernier donne clairement met clairement en avant la production d'hydrogène par électrolyse. Mais nous disons qu'il y a d'autres façons de faire de l'hydrogène, et notamment à partir de la biomasse, que ce soit à partir du chanvre, comme Kairos le propose, soit à partir des écorces de bois. Enfin, il y a des procédés type la société Hafner à Vitry-le-François développe ce genre de projet et va l'implanter très prochainement à Strasbourg. Il y a des projets de pyrogasification qui permettent également de produire de l'hydrogène. Donc il n'y a pas que l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable, mais il y a également d'autres types d'électricité et également la biomasse. Concernant la mobilité lourde, le manifeste que nous avions produit au mois de juillet dernier parlait de 250 trains. Bon, vous avez vu, il y a une étude de l'ADEME qui vient de sortir qui parle de 250 à 300 trains qui pourraient passer à l'hydrogène dans le futur. Alors effectivement, on peut se dire pourquoi en France c'est aussi lent alors que l'Allemagne a déjà acheté 14 rames, que l'Italie également s'équipe en train à hydrogène de fabrication française Alstom.
Je pense que c'est à voir dans la relation entre les régions, l'État, la SNCF et Alstom. Enfin, disons, il y a ces relations qui sont sûrement à clarifier, mais je pense que vous êtes plus à même que moi de comprendre ces relations entre ces quatre acteurs. Mais en tout cas, le train est en cours de mise au point. Sa spécificité par rapport au train allemand, c'est qu'il sera bimode, c'est-à-dire qu'il pourra à la fois aller sur les lignes avec caténaire, il aura un pantographe, et les lignes non électrifiées, ce qui exige des développements un peu supérieurs à un peu plus long que ce qui a été fait pour l'Allemagne. Je crois savoir que l'Occitanie a commandé ses premières rames. C'est ça ? Et donc, les choses se mettent en place. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est la formation. Donc, je l'ai dit également, il y a là un sujet important d'identifier les compétences nécessaires et mettre en place les formations. Là aussi, donc nous y travaillons au sein de France Hydrogène, en lien avec un certain nombre de régions. Il y a notamment en Normandie l'agglomération Caux, Seine, Aglo, donc le pays de Caux, qui y travaille, mais il y a l'Occitanie y travaille également. Enfin, donc on est en train de faire un recensement de ce qui se fait pour voir s'il y a des trous dans la raquette et s'il faut développer ces formations. C'est un sujet bien identifié sur lequel nous travaillons. Je crois que j'ai à peu près... Monsieur Michel, Monsieur Trener. Oui, je veux bien. Je crois que l'introduction n'était pas inutile. Il y a beaucoup d'images d'Épinal concernant l'énergie et notamment l'électricité. Et je voudrais revenir là-dessus. Sur la gestion des fluctuations, alors je prends un peu dans le désordre, sur la gestion des fluctuations. À l'heure actuelle, les renouvelables en France enfin leur fourniture, c'est marginal. Donc on peut très bien gérer les fluctuations avec ce qu'on a de pilotable, avec l'hydraulique, avec le gaz, un peu de charbon, etc. La question, c'est si on envisage une forte pénétration des renouvelables intermittents. Dans ce cas-là, les fluctuations sont de l'ordre elles sont supérieures à la puissance moyenne. Elles sont pour le solaire, ça va entre 0 la nuit et puis une fraction notable de la puissance installée le jour. Et pour l'éolien, encore une fois, ça varie entre quelques pourcents de la puissance installée et 60-70% de la puissance installée. Donc, vous ne gérez pas ces fluctuations avec le système actuel. Est-ce que c'est possible avec des batteries? Est-ce que c'est possible avec de l'hydrogène? La réponse, pour moi, clairement, c'est non. Mais pour ça, il faut dédier une séance à l'électricité, etc., faire les règles de 3 et puis voir comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous le dire comme ça, mais ce qui doit être clair là, c'est que gérer les fluctuations de la demande d'électricité, c'est une chose. Gérer les fluctuations de la production d'électricité quand il y a une forte pénétration de ressources intermittentes, c'en est une autre. C'est un autre problème. Il faut le regarder, faire les règles de 3 et voir ce qui sort. Et voilà, on se prend une demi-heure et puis je vous montre que sans doute ça n'arrivera pas. Bon, alors ça a des répercussions évidemment qu'on voit à travers le rapport de RTE sur les 3 scénarios de production d'hydrogène. Et on voit bien que c'est en ayant de l'électricité peu cher et avec un fort le facteur de charge le plus élevé possible que le prix est le plus bas. Voilà. Et donc ça veut dire l'électricité du réseau. Et je pense que c'est ça qui va se faire. En parlant de stratégie, il y a un élément de stratégie qui est clair, c'est le remplacement de l'hydrogène industriel utilisé dans l'industrie, la chimie, les engrais, etc. Ça, c'est clair. Ensuite, sur la mobilité, moi je mettrais un point d'interrogation parce que vous avez raison, je crois que ce n'est pas encore tranché, il faut regarder, enfin il y a des tas de choses, c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas traiter uniquement par l'hydrogène, il faut regarder l'ensemble des trucs. Et puis sur le troisième dossier, c'est-à-dire la gestion des fluctuations des intermittents avec l'hydrogène, alors ce n'est pas 2 points d'interrogation que je mets, c'est un point d'exclamation. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. On ne va pas
augmenter la production de l'hydrogène avec des sources d'électricité fluctuantes. Écoutez, on a à côté de nous un grand pays industriel qui a installé 60 gigawatts de photovoltaïque, 60 gigawatts d'éolien. Ils ont doublé leur puissance installée. Ils n'ont rien diminué de la puissance pilotable. En faisant tout ça, ça leur a coûté 350 milliards d'euros. Ça doit monter dans la décennie à 500 milliards d'euros, c'est une étude de l'université de Düsseldorf. Et ça produit 25% de l'électricité à un prix pour les particuliers qui est double du prix français. Et il y a des gens qui imaginent qu'avec ça, si c'était une piste crédible, mais ils le feraient puisqu'ils veulent développer une demande pour l'hydrogène, des véhicules hydrogène. Mais ils disent explicitement, l'hydrogène, nous allons l'acheter ailleurs. Or, si c'était une piste crédible, ils le feraient, ils démarreraient, ils commenceraient, on verrait quelque chose. On ne le voit pas. Donc, c'est vraiment des images d'Épinal. Ça ne se passera pas. Bon, alors, du point de vue, deux points encore sur l'hydrogène vert. Du point de vue climat, l'hydrogène n'a pas de couleur. Il est décarboné ou carboné, point. Donc, il faut, enfin, à mon sens, il faut parler en termes de décarboné, puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vert, gris, machin, truc, etc. Ça, c'est du détail de la fabrication. Ça n'a aucune incidence sur le climat. Le climat ne voit pas ça. Il voit si c'est émetteur de CO2, si ce n'est pas émetteur de CO2. Voilà. Bon, et puis, alors, c'est très intéressant, ça, la question sur je ne sais plus qui a posé la question sur l'Angleterre qui a diminué ses émissions de gaz à effet de serre. C'était vous ? Oui. Alors, effectivement, il y a des choses très, très amusantes là-dessus, qui sont très intéressantes, et que je voudrais prendre en prenant la relation PIB-énergie. Vous savez, si vous regardez la corrélation entre le PIB et l'énergie mondiale, vous avez une droite. Et ça s'explique de façon extrêmement simple en termes physiques, c'est que nous vivons de transformer la matière. Tout ça, c'est de la matière transformée, l'ordinateur, les machins, les trucs, etc. C'est des transformations de la matière. Toute transformation de la matière, du point de vue physique, a un bilan énergétique. On peut lui donner un bilan énergétique, c'est des chiffres. Et il se trouve que les transformations de la matière qui produisent des biens et des services, ben c'est ça qui forme la base du calcul du PIB aussi.